Encore une fois, cette année fut particulièrement riche. Riche en sorties, riche en émotions, riche en instants de cinéma, tous plus passionnants ou fous les uns que les autres. Et c'est en cela que l'on aime, les cinéphiles et spectateurs en tout cas, le 7e art. Et c'est dans ces instants qui forge un top et qui donne toute sa saveur à cet instant où l'on fait une liste des meilleurs films de l'année et où l'on se dit que l'on a réellement vu de belles choses et que c'est là-dedans que l'on va avoir la sensation d'avoir passé de vrais bons moments devant des œuvres marquantes qui vont laisser dans notre esprit une trace particulière pendant un bon petit moment en tout cas. Comme d'habitude, gardez en tête que les films que je vais énoncer ici, dans un classement fait de 10 à 1, sont purement subjectifs dans l'approche que j'en ai. Vous avez le droit de ne pas les avoir aimés, de vouloir les mettre encore plus haut, mais gardez cela pour les sections commentaires et évitez de hurler devant votre ordinateur, ce serait dommage pour vous et vos proches. Alors, ne perdons pas plus de temps et commençons tout de suite par le numéro 10. Parce que je l'ai vu en tout début d'année, et que mine de rien, il m'a bien bousculé ce film. Le dernier long métrage que William Friedkin a offert au 7e art avant de décéder en fin d'année dernière, une pure pépite, une pure merveille, un film complexe dans sa manière d'approcher et de comprendre les rapports hiérarchiques, mais surtout un brillant exercice de style où Friedkin met son savoir-faire au service d'une adaptation théâtrale particulièrement prenante et impactante de son début à sa fin. Que ce soit dans le travail des dialogues, tous plus passionnants et prenants les uns que les autres, dans le fantastique travail de mise en scène du cinéaste américain, ou que ce soit également dans le brillant casting réunissant de sacrées gueules de 7e art à l'écran, on sent qu'il y avait de la passion dans la création de ce long métrage, et cela fait presque mal de se dire que Paramount n'a pas souhaité lui donner sa chance dans nos salles, même si je pense qu'il n'aurait pas eu les retours escomptés de la part du grand public malheureusement. En tout cas, c'est un fantastique moment de cinéma qui mérite largement cette place honorifique. Passons au numéro 9. Parce que j'aime le cinéma, bon ça vous vous en doutez un petit peu, mais j'aime surtout qu'on me parle de cinéma. Takayuki Hirao a su tirer d'un manga quelque chose de rare, soit non seulement une envie profonde de comprendre et d'accepter cette idée de parler de cinéma tout autant avec réalisme qu'avec fantaisie, mais aussi de parler simplement de l'envie de créer, de l'envie de parler avec son esprit et son cœur, mais aussi de montrer la difficulté inhérente à la mise en place totale d'une œuvre d'art et donc de cinéma ici présent. Que ce soit dans la fantaisie globale qui habite le long métrage, que ce soit dans le besoin évident de l'auteur de jouer avec le réalisme de la création audiovisuelle et les possibilités que lui offre l'animation pour mettre en scène ce qui se passe dans la tête d'un jeune créateur, tout est là pour donner lieu à un moment de cinéma qui passionne, qui fait rêver même par moments, mais surtout qui est tout simplement un de mes gros coups de cœur de cette fin d'année, tout simplement riche en animation. Une belle œuvre, enivrante et passionnante, faite totalement pour les cinéphiles, mais aussi pour les amateurs de cinéma de manière plus générale. Passons au numéro 8. Parce que j'aime quand ça tabasse bien comme il faut dans un moment de cinéma qui, en plus, s'avère être épique. Sur le papier, on aurait pu se dire que Soi Chiang n'avait pas grand chose à prouver après le choc qu'avait été Limbo l'année dernière, et qui avait fini un peu plus haut dans ce top. Mais le cinéaste a été prolifique cette année, avec pas moins de 2 longs métrages sortis, dont cette petite pépite explosive et jouissive qui a su remporter très largement la palme de la meilleure séquence d'action de l'année, le temps d'une œuvre tout simplement fantastique. Que ce soit dans l'ambiance globale que le cinéaste convoque pour nous emporter dans son univers, que ce soit cet univers d'une richesse immense, en plus de se baser sur une partie historique assez étonnante, ou que ce soit tout simplement dans le brillant travail de mise en scène qui habite l'entièreté de ce moment de cinéma, l'ensemble étant sublimé par un casting qui y croit à fond et qui se donne corps et âme pour ce pari audacieux, et c'est un grand moment d'action que le cinéaste chinois nous a offert ici. Une œuvre intense, romanesque et terriblement jouissive. Passons au numéro 7. Parce que j'aime quand le cinéma est tout simplement hors des cases. Et dans le genre, Alexis Langlois a voulu marquer la production audiovisuelle française cette année en nous offrant une œuvre unique à l'image de son excellent et déjà dense travail dans le court-métrage, le metteur en scène nous emportant dans une épopée qui sent bon la pop star, le gloss et les paillettes du début des années 2000, le tout dans un ensemble chatoyant et clairement bien atypique au sein du cinéma mondial. Ce film fait du bien, parce qu'il est à part. Il est à part parce qu'il ne veut pas faire du cinéma comme tout le monde, il veut faire du cinéma un ensemble queer, déjanté, pop, allumé, fou, audacieux, et donc, forcément, il ne peut pas plaire à tout le monde. Mais une chose est sûre, moi,
il m'a totalement convaincu. Il m'a passionné par ses actrices, par son ambiance, par son ton décalé et bien pulsé comme il faut, qui a donné lieu pour moi à une vraie étape dans notre production audiovisuelle qui, je l'espère, servira d'exemple pour beaucoup de cinéastes à venir. Une petite bombe qui fait un bien fou et qui en plus défoule. Passons au numéro 6. Parce qu'avec ce film, j'ai pris une bonne grosse claque. Quelle découverte que ce Blue Giant. Une découverte qui m'a totalement transporté de son début à sa fin et qui m'a passionné pour un univers que j'ai découvert complètement par hasard mais qui m'a suivi durant cette année 2024 puisque je me suis lancé dans les mangas ne souhaitant pas quitter la proposition cinématographique de Yuzuru Tachikawa qui m'a tout simplement donné la chair de poule à de très nombreuses reprises. Indéniablement, tout est là pour donner lieu à un grand film d'animation, que ce soit dans son ambiance, que ce soit dans son ton, que ce soit dans sa forme, que ce soit dans la mise en scène de la musique à l'écran, qui gagne en impact par la présence du jazzman Hiromi à la composition originale du film, et cela sans que je m'y attende, rendant l'expérience encore plus folle sur grand écran, et me permettant de plonger à bras-le-corps dans un univers qui m'a totalement embarqué, et dont je suis sorti galvanisé par la puissance et la générosité de l'équipe créative à la base de ce projet. Une vraie tuerie et un pur moment de plaisir total pour les amateurs de cinéma, mais également de musique. Passons maintenant au numéro 5 avec un S. Parce que, j'arrivais pas à en choisir qu'un seul. Honnêtement, j'ai hésité à faire cette égalité, mais ces deux films sont brillants chacun à leur manière. D'un côté, nous avons un cinéaste de génie qui revient à ses premiers amours, le temps d'une épopée post-apocalyptique dans un univers que l'on connaît bien, pour un moment de cinéma tout simplement légendaire. George Miller crée dans l'ombre de Fury Road, mais offre tout de même un moment de cinéma à la hauteur de nos attentes, pour une œuvre folle, généreuse, dense, puissante, magnétique même par moments, et c'est dans cela que l'on ressent le brio de composition de Furiosa. De l'autre côté, on a une nouvelle adaptation de Dumas père, qui se retrouvait un peu dans l'ombre des deux volets autour des Mousquetaires sortis l'année dernière, mais qui a su totalement sortir pour se poser comme une proposition de cinéma complètement folle. De La Patelière et De la Porte nous ont offert une adaptation fantastique d'un roman d'une immense complexité qui aurait pu perdre ces deux auteurs, mais que leur mise en scène accompagne avec génie et brio, le temps d'un moment de cinéma tout simplement rare et jouissif qui impressionne par sa densité dramatique et sa justesse de mise en scène. Deux films brillants et deux anomalies créatives au sein de leurs productions respectives qui font un plaisir de dingue. Passons au numéro 4. Parce que l'animation a atteint des sommets cette année, notamment avec ce film. Et ce film l'a totalement confirmé en donnant lieu à une œuvre de cinéma tout simplement rare, une œuvre folle et terriblement généreuse dans sa forme comme dans son fond, et bien loin d'être simplement un bel exercice de style, le nouveau long métrage du génie de l'animation qu'est Gins Zilbalodis est un brio de composition visuelle et dramatique qui ne cesse de passionner au fur et à mesure de son avancée. Le metteur en scène Letton démontre non seulement par ses talents de graphiste et de cinéaste qu'il est un petit génie, mais surtout, il parvient avec ce moment de 7e art pur et magique à nous transporter dans un univers foisonnant de détails pour un petit bijou de 7e art pur, un voyage complètement unique et atypique, un rare film qui transporte et qui compose en plus sans dialogue pour donner lieu à une aventure féerique mais également intense qui prend aux tripes et qui ne nous lâche pas jusqu'à sa dernière seconde. C'est absolument brillant et honnêtement c'est à voir absolument et je crois qu'à l'heure actuelle c'est encore en salle. Passons maintenant au trio de tête, les 3 films qui m'ont le plus marqué cette année, à commencer par le numéro 3. Parce que le cinéma se doit parfois d'être extrême pour être passionnant. Et là, dans le genre, Coralie Forja a marqué l'année 2024 d'un énorme coup de poing, avec une œuvre tout simplement légendaire, un film fantastique qui ne brille pas forcément par son originalité narrative, comme on a si souvent voulu le crier, mais qui sonne comme un film engagé, dans l'air du temps, particulièrement accrocheur par son ambiance et son esthétique, et qui ne nous lâche pas du début à sa fin, en nous chopant par le col et en nous secouant dans tous les sens. La cinéaste balade sa caméra dans tous les sens, s'éclate avec une ambiance complètement folle, mais surtout très créative et jouissive, le tout dans un écrin que la metteur en scène sublime par un casting 3 étoiles, ressortant des placards deux grandes stars des années 80, couplé avec un climax qui en a clairement laissé plus d'un sur la touche, mais qui pour moi sonnait comme la cerise sur un gâteau bourré de crème que la réalisatrice française nous envoie en plein visage et que l'on lèche avec plaisir. C'est juste génial comme moment de cinéma, c'est un pur plaisir sur l'instant et ça reste en tête à la sortie de la salle. Passons au numéro 2.
Parce que le cinéma japonais a été très créatif cette année. Et là, dans le genre créatif, cela faisait longtemps que je ne m'étais pas pris une aussi jolie petite claque de la part d'un auteur cherchant tout aussi bien à jouer avec un concept qu'à lui donner une envergure dramatique et humaine impactante, créant alors une œuvre purement et simplement exceptionnelle que je n'ai pas peur de qualifier de petit chef-d'œuvre tant le film m'a scotché dès le premier visionnage. Ryo Takebayashi est un génie, et ce film le prouve avec brio et surtout ingéniosité, le metteur en scène se servant de cette boucle temporelle pour construire un moment de cinéma replaçant des êtres humains dans un contexte où l'on aurait pu facilement imaginer simplement de la comédie, mais où l'auteur sait comment juxtaposer sur cela une belle réflexion sur le monde du travail, sur son impact dans la vie des gens peuplant un bureau et sur les conséquences sociales d'une trop grande envie de plaire à sa hiérarchie, et cela dans un film fun, ludique, entraînant, terriblement cool et juste parfait de son début à sa brillante et émouvante fin. Un pur plaisir qui s'est malheureusement fait éclipser en cette fin d'année par un autre long métrage qui m'a encore plus marqué. Voici donc le numéro 1. Parce que c'est fort, nécessaire, beau et tout simplement parfait à mes yeux. Je m'attendais à aimer le nouveau long métrage de Michel Hazanavicius. Je ne m'attendais pas à en ressortir transporté par la maîtrise de l'auteur, qui fait du conte de Grimberg un fantastique et brillant voyage dans une période sombre de notre histoire, le temps d'une épopée particulièrement juste dans ce qu'elle cherche à évoquer, soit la lumière au cœur même de l'ombre, soit la beauté, là où l'on pense ne voir que de l'horreur, le tout dans une aventure ne prenant jamais trop de hauteur par rapport à ses personnages et ce qu'ils sont supposés montrer de plus beau dans l'être humain. C'est un film qui fait rire, pleurer, qui touche profondément, et qui en plus se permet le luxe de nous transporter. En s'occupant lui-même de faire le design des personnages, en composant avec une équipe d'animation qui a voulu nous emporter dans un graphisme et une esthétique atypique, en faisant de ce récit, s'il n'est anecdotique, en tout cas simple, quelque chose de très universel, Hazanavicius livre un moment rare, une œuvre folle et émouvante, un fantastique film qui brille sur tous les tableaux et surtout, à mes yeux, son premier film où l'on sent que l'auteur a mis beaucoup de lui et finalement peu de références, donnant lieu à une œuvre qui lui appartient et qui témoigne une bonne fois pour toutes de son génie cinématographique et de sa passion pour le 7e art. C'est pour cela, et pour les quelques larmes versées durant la fin du long métrage, que c'est mon film préféré de cette année 2024. Et voilà, on a fini avec le meilleur. Heureusement, demain, il y a encore une petite dose de meilleur avant de passer à ce qui fait un petit peu mal, malheureusement. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vos tops de la fin d'année. N'hésitez pas à me mettre si vous avez des petites discordances avec moi. Ça serait possible, mais c'est pas grave. On aura l'occasion d'en discuter. Et d'ici là, je vous retrouve demain pour continuer cette semaine de top et de flop.